Cette vidéo présente les modèles utilisés par les tableaux pour gérer la création de leur structure ainsi que l'affectation des données à chacune de leurs cellules. Dans la vidéo sur l'utilisation simple de tableaux, nous avons vu qu'il était possible de créer un tableau rempli directement à partir d'une matrice de données passée en paramètres du constructeur. Cependant, dans la majorité des cas, la structure de données qui gère les informations liées à une application n'est pas une matrice directement transposable dans le composant graphique JTable affiché sur l'interface. La structure peut être une liste d'éléments comportant plusieurs attributs à afficher dans le tableau, un dictionnaire où chaque élément est accessible via une clé, ou des structures encore plus complexes. Généralement, les données sont même directement stockées dans une base de données et donc accessibles via des requêtes. Dans ces différents cas, comment faire le lien entre la structure qui contient les données à afficher et l'objet de type JTable qui affichera ces informations sur l'interface? Comment le tableau peut savoir quelles données afficher et dans quelles cellules les disposer? L'élément qui va nous permettre de faire le lien entre le tableau et la structure de données s'appelle le modèle. C'est le modèle qui va déterminer l'élément associé à chaque cellule du tableau. Au-delà du positionnement de chaque élément dans le tableau, le modèle va servir à construire et paramétrer l'intégralité du tableau. Attention, le modèle ne s'occupe que de la structure et du remplissage du tableau. Il ne s'occupe pas du rendu des cellules et de leur contenu. Il existe un mécanisme spécifique pour gérer le rendu de chaque cellule d'un tableau. Celui-ci vous est présenté dans une autre vidéo. Au moment de la création du tableau, en instanciant un objet de type JTable, cette dernière va interroger le modèle qui lui est associé pour connaître le nombre de lignes et de colonnes nécessaires pour remplir le tableau à partir des données fournies. Le modèle va également déterminer quel élément mettre dans chaque cellule, le type d'élément qui sera disposé dans chaque cellule, ainsi que d'autres caractéristiques du tableau. Lorsque vous souhaitez faire le lien entre la structure de données de votre application et un tableau affiché dans l'interface graphique, vous devez donc créer votre propre modèle dans lequel vous allez indiquer comment structurer le tableau à partir des données de l'application. Pour cela, vous devez créer votre propre classe qui implémente l'interface TableModel. C'est cette interface qui définit toutes les méthodes auxquelles votre modèle doit répondre pour pouvoir construire un tableau le moment venu. L'interface TableModel que vous devez implémenter contient 9 méthodes. La méthode getColumnCount sera appelée par la JTable pour connaître le nombre de colonnes du tableau à construire. Vous devez donc renvoyer le nombre de colonnes que vous souhaitez pour le tableau. De même, vous devez renseigner dans la méthode getRowCount le nombre de lignes que contiendra votre tableau. Une fois le nombre de lignes et colonnes connu par la JTable, cette dernière demandera au modèle quel élément mettre dans chaque cellule. Pour cela, elle fera appel à la méthode getValueAt, qui prend en paramètre l'indice de lignes et l'indice de colonnes de la cellule pour laquelle la JTable souhaite connaître l'élément à y insérer. Vous devez donc définir dans cette méthode quel objet sera positionné dans la cellule en question. Notez que toutes les références des éléments à mettre dans le tableau seront de type Object. Au moment de l'affichage du tableau, chaque cellule affichera le texte renvoyé par la méthode toString de l'objet qui lui est associé. Pour plus de détails sur le rendu des cellules, référez-vous à la vidéo sur le rendu des cellules d'un tableau. Enfin, la méthode getColumnName vous permettra de spécifier le nom que vous souhaitez donner à chaque en-tête de colonne. La méthode sera appelée pour chaque colonne. L'indice de colonne est donné en paramètre. En fonction de celui-ci, vous pourrez retourner le nom à donner à la colonne en question. La méthode getColumnClass vous permet de spécifier le type des objets contenus dans une colonne. Cette information sera notamment très utile au moment de réaliser le rendu de la cellule ou de paramétrer l'édition des cellules, car ces deux opérations sont liées au type d'objet présent dans les cellules. D'autre part, il vous est également possible de définir, via le modèle, quelles seront les cellules éditables ou non dans le tableau. De la même manière que pour la méthode getValueAt, la JTable va appeler la méthode isCellEditable pour chaque cellule du tableau. Vous devez donc définir dans cette méthode, via un booléen, si oui ou non vous autorisez l'édition de la cellule dont les indices de lignes et colonnes sont donnés en paramètres. Si l'utilisateur choisit de modifier la valeur d'une cellule du tableau, la JTable en informera le modèle pour que celui-ci puisse à son tour mettre à jour la structure de données. Ceci se fera au moyen de la méthode setValueAt. Cette méthode sera appelée à chaque fois que le contenu d'une cellule sera modifié, les paramètres correspondant respectivement à la référence de l'objet mis à jour dans la cellule et aux indices de lignes et colonnes de la cellule en question. C'est à vous, à partir de ces informations, de mettre à jour votre structure de données. Enfin, les méthodes relatives au listener permettent d'ajouter ou supprimer un TableModelListener. Ce type de listener est à utiliser si vous souhaitez avertir dès que vous effectuez une modification sur le modèle. Dans ce cas, c'est à vous de gérer la liste des listeners et de les avertir au moyen de la méthode TableChange à chaque fois que vous effectuez une modification. Le lien entre le modèle et le tableau se fait via le constructeur de la JTable. En effet, il existe un constructeur de JTable qui prend en paramètre une instance d'une classe implémentant l'interface TableModel. Sachez que la JTable utilise quoi qu'il arrive un modèle.
Si vous utilisez les constructeurs avec les matrices de données passées en paramètres, la JTable utilise implicitement un modèle par défaut. Ce modèle par défaut est défini dans la classe defaultTableModel, qui elle-même implémente l'interface TableModel. Si vous devez réaliser votre propre modèle et que vous ne souhaitez pas avoir à définir toutes les méthodes de l'interface TableModel, vous pouvez étendre de la classe abstraite AbstractTableModel. Celle-ci implémente l'interface TableModel. Seules les méthodes getColonCount, getRowCount et getValueAt sont abstraites et donc à masquer obligatoirement dans votre classe. Les autres méthodes de TableModel ont un comportement par défaut défini dans AbstractTableModel. La classe AbstractTableModel offre également des méthodes permettant de prévenir la table lorsque la structure de données est mise à jour. En appelant une de ces méthodes, la JTable se mettra à jour en faisant appel aux méthodes du modèle en fonction de la partie du tableau qu'elle a à mettre à jour. La mise à jour peut se faire à différents niveaux selon la modification des données ou de la structure qui a été effectuée. Par exemple, FireTableCellUpdate permet de mettre à jour juste une cellule du tableau. FireTableRowUpdate permet de mettre à jour l'ensemble des lignes comprises entre les indices firstRow et lastRow compris. Enfin, FireTableDataChange met à jour la table entière. Voici un exemple vous montrant l'utilisation d'un modèle pour créer une table en fonction d'une structure de données non matricielle. Ici, nous souhaitons afficher dans ce tableau une liste de courses. Chaque ligne correspond à un produit acheté. Les différents produits sont caractérisés par la classe produit. Les cellules d'une ligne du tableau correspondent donc ici aux différents attributs d'un même produit. La liste des produits est gérée par une ArrayList, elle-même attribut de la classe liste course. Nous souhaitons créer un tableau qui affiche l'ensemble des produits de notre liste de courses. Il y aura donc autant de lignes dans le tableau qu'il y a d'objets produits dans leur liste. Pour chaque produit, nous souhaitons afficher sa référence, son nom, son prix, la quantité prise et le coût total pour ce produit. Nous aurons donc besoin de 5 colonnes. Pour faire le lien entre notre liste de courses et le tableau à afficher, nous créons donc une classe ModelTableau qui étend de AbstractTableModel. Cette classe a en attribut la référence vers l'objet de type listeCourse qui contient notre liste de courses. Dans la méthode getColonCount, nous retournons le nombre de colonnes que nous souhaitons avoir pour notre tableau, 5. La méthode getRowCount nous permet de définir le nombre de lignes que nous souhaitons. Ce nombre est égal au nombre d'éléments présents dans listeCourse. Nous déterminons ensuite, au moyen de la méthode getValueAt, quel objet mettre dans chaque cellule. Nous savons avec indice ligne et indice colonne à quelle cellule nous devons associer l'élément qui sera retourné. Pour plus de simplicité, nous faisons correspondre les indices de ligne du tableau à la position des éléments dans la liste. Ainsi, nous récupérons le produit qui se trouve à la position indice ligne dans liste course. Nous avons déterminé que les colonnes correspondraient respectivement à la référence, au nom, au prix, à la quantité et au total du produit. Ainsi, en fonction de l'indice de colonne, nous retournons l'attribut du produit correspondant à ce que nous voulons mettre dans cette colonne. Sa référence pour la colonne d'indice 0, son nom pour la colonne d'indice 1, etc. De la même manière, dans la méthode getColonneName, nous déterminons le nom de chaque colonne en fonction de l'indice de colonne. En plus des 4 premières méthodes, nous avons également défini avec la méthode isCellEditable que seules les cellules de la colonne d'indice 3, correspondant à la quantité du produit, seront éditables. Pour les cellules qui ont un indice de colonne différent de 3, nous retournons false, et donc ces cellules ne seront pas éditables. Comme les cellules de la colonne d'indice 3 sont éditables, nous avons également implémenté la méthode setValueAt. Dans celle-ci, nous mettons à jour les produits de notre liste de courses. Comme nous avons fait correspondre l'indice de ligne du tableau à la position du produit dans la liste course, nous commençons par récupérer l'élément se trouvant à indice ligne. Comme seules les cellules de la colonne d'indice 3 sont éditables, nous vérifions que l'indice de colonne vaut 3. Et si tel est le cas, nous mettons la quantité du produit récupéré à jour avec la valeur de l'objet passant en paramètre. Attention, une fois que la structure est mise à jour, il faut en avertir la table pour que celle-ci se mette aussi à jour. Ici, nous devons mettre à jour la ligne, car si une quantité est modifiée, le total le sera aussi. Pour cela, nous utilisons donc la méthode FireTableRowUpdate. Enfin, la méthode getColonneClass nous permet de déterminer quel type d'objet contient chaque colonne. Normalement, le même type d'objet se trouve dans chaque cellule de cette colonne. Nous nous appuyons donc sur l'élément de la première ligne pour la colonne en question. Pour cela, nous récupérons donc l'objet de cette cellule au moyen de la méthode getValueAt et nous renvoyons comme résultat le type de classe de cet objet. Avec ces 3 nouvelles méthodes, nous en avons terminé avec la classe ModelTableau. Cette classe est ensuite instanciée dans la classe construisant l'interface graphique et notamment la JTable. Cette instance de ModelTableau est enfin passée en paramètre du constructeur de la JTable pour ainsi faire le lien entre le tableau, notre modèle, et donc la structure de données de l'application.
Cette vidéo sur les modèles est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode@gmail.com.